bienvenue dans cet nouvel épisode de La Robe Numérique. On est dans un format vidéo, donc si vous nous écoutez sur votre téléphone, eh bien sachez que vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Et si vous avez manqué les autres épisodes qui sont full audio, surtout, n'hésitez pas à aller les retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors aujourd'hui, on va parler OSINT, Open Source Intelligence. Et pour aborder ce sujet qui est assez complexe, dans lequel il y a quand même beaucoup d'idées reçues, j'accueille Sylvain. Bonjour. Salut et merci de revenir au micro de La Robe Numérique. Donc... C'est un plaisir, merci beaucoup. Je vois que le studio a évolué, qu'il y a plein de moyens, donc non, c'est super cool. Merci beaucoup de l'invitation. Eh ben, écoute, exactement, on se professionnalise un peu. Du coup, tu étais venu présenter Epios. Je vais te laisser redire un mot et puis ça permet aussi de peut-être remettre ton activité et du coup de reparler un peu de ton parcours parce qu'au-delà d'Epios dont tu es le fondateur, tu es aussi le fondateur d'une communauté qui est plus que substantielle sur l'OSINT, qui s'appelle OSINT FR, et d'une journée OSINT, en tout cas, qui se passe en marge du hack. Donc, ça se passe en juillet. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Et du coup, c'est un village OSINT. Ouais, alors, donc Sylvain Agery, Navlis pour les intimes de la communauté cyber et Twitter, etc. etc. Moi, je suis spécialisé dans l'open source intelligence. Et donc, en effet, je suis le cofondateur de OSINT-FR. J'ai cofondé ça avec Hugo Benoît. Donc, je suis pas le seul fondateur de OSINT-FR. Et à côté de ça, je me suis dit, OK, on fait pas mal de choses sur de l'OSINT sur Internet, mais ce serait bien qu'on fasse quelque chose en vrai. Et donc, j'ai aidé pas mal la communauté cyber, infosec pour Information Security, la communauté cyber lors des événements de l'EHAC, donc la nuit du hack auparavant, qui est le plus gros événement de hackers de France, qui rassemble 3000-4000 personnes tous les ans en juillet. Et donc, en fait, ils m'ont fait confiance. J'ai dit, OK, ce serait bien qu'on fasse dans cette salle où qu'on n'utilise pas trop, qu'on fasse 2 journées complètes que de l'OSINT, où on fasse venir des intervenants d'un peu partout dans le monde. Et donc, les personnes sont venues et l'organisation de l'EHAC m'a dit, vas-y, on te laisse carte blanche. Et là, on a fait 3 éditions et la prochaine, ce sera la 4e. Et du coup, ça se passe en juillet. Tu as déjà la date pour la prochaine édition Je pense pas. Pas encore, mais tout sera communiqué. En fait, c'est soit fin juin, soit début juillet. Là, le hack, enfin, la nuit du hack auparavant, ça fait maintenant, on a fêté la 20e édition. Donc, ça fait plus de 20 ans que cet événement existe. Et c'est marrant de voir l'évolution. Et de voir qu'une salle qui accueille 500 personnes, elle est remplie pour des questions d'open source intelligence. Alors du coup, tu viens de dire déjà ça fait plus de 20 ans le hack, donc on comprend que tout ça a beaucoup plus de 20 ans. Est-ce que tu peux redonner la définition de l'OSINT ? Qu'est-ce que l'OSINT ? Alors, l'OSINT, c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence en anglais. Soyons français, utilisons les acronymes... ROSO. Exactement, ROSO. Pour renseignements d'origine source ouverte, ça va être la collecte et l'analyse d'informations récoltées à partir de sources publiques, librement accessibles. Alors, tu as différentes définitions. Moi, j'aime bien une définition de Géode. Je ne sais pas si tu avais lu le livre Géode avec Kevin Limonier, Hervé Le Toqueux, etc. Et Hervé Le Toqueux donne une définition qui est assez intéressante, où en fait, pour que l'information soit considérée comme librement accessible, elle doit être récupérée sans ruse et sans stratagème. Une information commerciale pourrait également être de l'information librement accessible. Et en gros, ça va être à partir du moment où vous récoltez une information qui est accessible, publique, par exemple dans une chute de presse, sur les réseaux sociaux, sur à la radio. Et bien en fait, on va considérer que cette information, on peut l'utiliser pour faire de l'OSINT. Alors, je tiens à préciser que c'est la collecte et l'analyse. Si on récolte uniquement de l'information, ça sert à rien en fait. Il faut la traiter. La NSA, on l'a vu avec Snowden, etc., a récupéré des milliers de terras de données d'Internet. Sauf que si on n'a pas la capacité de calcul pour la traiter, ça ne sert à rien. On n'arrive pas à en produire du renseignement. Donc il faut collecter l'information et la traiter pour en tirer un renseignement. Et là, on a fait de l'OSINT. Donc ça veut dire qu'aussi, on collecte l'information avec cet objectif de base de renseignement. On cherche quelque chose. On est bien d'accord que c'est pas un chalutier qui va récupérer de l'information et puis on verra ce qu'on en fait plus tard. Alors, c'est super intéressant la question que tu dis, cette affirmation. On a pas mal de personnes, notamment dans la communauté sur Twitter, etc., enfin sur X. Désolé, je suis un peu boomer dans l'Internet, j'ai l'impression. Mais
on voit beaucoup de personnes qui ont juste de la curiosité. En fait, le monde de l'OSINT, tu as des journalistes qui l'utilisent, tu as des activistes, tu as des hackers, tu as des personnes dans l'intelligence économique, tu as des avocats, etc., etc. Et en fait, on voit que moi, je trouve que l'OSINT, c'est assez similaire de la communauté hacking, du mindset hacking. Tu vois, c'est décortiquer quelque chose, comprendre. Et en fait, tu vas détourner un objet ou un service de sa fonction première vers une seconde utilité. Facebook, c'est fait pour donner des nouvelles à ses amis. En théorie. Exactement. Mais sauf que les personnes de l'OSINT, ils vont récupérer ça pour pouvoir voir, par exemple, à l'époque, tu avais Facebook Graph Search en 2012, qui était un espèce de moteur de recherche interne à Facebook où tu pouvais être Big Brother. Tu pouvais dire, montre-moi l'ensemble des personnes qui disent qu'ils vivent en Iran et qui disent sur Facebook qu'ils sont homosexuels. Et ça te donnait une liste. Et en fait, tu vois, là, c'est un usage détourné pour pouvoir en produire du renseignement. Alors là, c'est très malsain. Mais tu as des personnes de la communauté OSINT qui vont l'utiliser. Par exemple, tu as BBC qui a une équipe qui s'appelle Africa Eye qui avait investigué une vidéo qui était postée sur Facebook où en fait des personnes dans un pays africain tuent une femme et des enfants. Et grâce à ça, en fait, grâce à de l'OSINT, ils ont pu récupérer ce flux vidéo sur Facebook et ils se sont dit, OK, maintenant qu'on a la vidéo, on voit rien, on sait pas où est-ce que c'est. On va essayer de trouver où est-ce que ça a été filmé, quand est-ce que ça a été filmé et qui sont les personnes qui sont derrière. Du coup, ils ont utilisé aussi la métadonnée de la vidéo. Eh ben non, parce que Facebook, en fait, il te supprime la métadonnée de la vidéo. Donc t'as pas d'informations exactement. Donc en fait, sur la collecte ou sur le dépôt. En fait, t'as juste la date à laquelle la vidéo elle a popé. En fait. Ouais, exactement. Et en fait, c'est encore utilisé maintenant pour de la lutte contre de la désinformation. Quand tu as une campagne de désinformation qui est postée sur X ou sur Facebook ou je ne sais quoi ou sur TikTok, l'une des choses que tu vas regarder, c'est qui est la première personne qui l'a partagé. Tu vois. Et donc en fait, c'est tout ce genre de petites techniques, de petites bidouilles, comme du hacking, que tu vas détourner pour pouvoir essayer d'en produire un renseignement. Ouais. Ok. Et donc à travers l'analyse, c'est-à-dire la donnée telle quelle, ça vaut rien finalement. Ouais. C'est l'analyse que tu vas en faire qui... C'est exactement ça. Qui aura un sens. Tu peux faire de l'OSINT maintenant, Rihanna. Alors, en tant qu'avocat, on en fait déjà. Mais parce qu'on va croiser des informations. Je pense que très concrètement, quand on vous contacte, on va aller vérifier une information, on va essayer de croiser. Quand on rencontre quelqu'un, on va aller vérifier que ce qu'il nous a déclaré, il y a une forme de réalité derrière ce que lui-même a déjà posté. Enfin, tout ça, ce sont des techniques d'OSINT. Et quand tu cherches de la jurisprudence, c'est d'OSINT. Quand tu fais une recherche booléenne sur Google pour voir les jurisprudences, ça reste de l'OSINT en fait. Alors, je ne les fais pas sur Google, mais en effet. Alors, du coup, c'est intéressant parce que souvent, on parle d'OSINT vis-à-vis des personnes et uniquement vis-à-vis des personnes. Je pense que c'est aussi important de rappeler que l'OSINT, cette capacité d'aller exploiter de la donnée qui est librement accessible, c'est aussi pour des entités, ça peut être aussi pour des États. Et je pense qu'on a tout le temps tendance à parler des personnes, de la surveillance de personnes, la surveillance de masse, mais il y a aussi cette question de l'enjeu concurrentiel, d'influence, d'influence économique, d'influence dans des élections, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que j'imagine quand même que c'est le plus grand nombre de tes demandes au quotidien, parce que toi, tu fais vraiment ça au quotidien, c'est ton métier. Tu pourrais nous en dire un mot sur justement cette différence un peu de traitement ou d'approche que tu as lorsque tu es sur une entité ou si c'était pour une personne physique? Alors, moi, j'ai monté une société qui s'appelle Epios, spécialisée dans l'OSINT. En fait, on est surtout très connu pour un logiciel qu'on a fait qui permet de faire de la recherche inversée d'adresse mail et de numéros de téléphone. En fait, on trouve des différentes techniques OSINT qu'en fait, on a automatisées et qu'on a mis directement pour pouvoir avoir le nom-prénom qui est derrière une adresse mail pierredupont@protonmail.com. Mais juste en utilisant de la donnée publique, librement accessible, etc. Okay. C'est facile, là, c'est Pierre Dupont. Alors, peut-être qu'il dit Pierre Dupont, mais en fait, peut-être qu'il s'est inscrit sur Strava avec un autre nom-prénom. Et qu'il a créé, par exemple, tu vois, on a eu des cas gouvernementaux où, en gros, tu as différentes... en fait, tu vas sur Epios, il y a une version gratuite que tu peux utiliser et une version payante. Et en gros, tu mets une adresse mail et en fait, on va te dire, bah voilà, par exemple, ce mec, il a un compte chess.com. Cette adresse mail est enregistrée sur chess.com, donc il joue aux échecs avec tel pseudo. Il a un compte Strava où, en fait, c'est tel nom-prénom. Si son compte Strava est public, bah tu récupères. Bien évidemment, c'est les trajets publics qu'il a fait. Il a mis des avis Google Maps dans la pharmacie d'à côté, ou alors il dit cette psychiatre est très bien, j'ai fait. Donc tu en apprends énormément de choses. Mais c'est de l'information qui est publique, c'est de l'information qui est intentionnellement mise à disposition du monde sur Internet. Alors intentionnellement, je sais pas, parce que le compte Strava notamment, la compréhension que l'information va être publique, elle n'est pas toujours évidente. J'ai en mémoire des
des challenges de militaires sur des courses, voilà, pour se challenger le temps de la course, etc. Et comme en réalité on les voit courir, bah, on sait où ils sont. Ouais, alors c'est très bien l'exemple de Strava. En fait, quand tu crées un compte, tu as des privacy policy. Enfin, et tu peux aller dans. On est d'accord. Ouais, exactement, mais malheureusement. Et même dans ton compte, tu peux aller dans l'onglet sécurité et dire, bah, par exemple, je ne veux pas être retrouvé depuis mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. Et donc, nous, bah, on peut plus retrouver ce genre d'informations, tu vois. Donc, c'est aussi une bonne pratique. On est aussi là pour sensibiliser les personnes et de montrer quelle est l'exposition numérique qu'ils ont et qu'une menace, qu'une personne malveillante peut retrouver sur eux. Mais la partie Strava est super intéressante. Il y a quelques années, donc Strava, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de sport où quand vous allez faire du cyclisme, quand vous allez faire un jogging, vous pouvez activer votre montre et en fait, ça va vous mettre à quelle allure vous avez couru, etc., etc. Strava, il y a quelques années, ils se disent, mais en fait, on a énormément de données et on veut montrer qu'on est utilisé partout dans le monde. Donc, on va prendre les trajets de tous nos utilisateurs et on va faire une carte mondiale où en fait on mettra des segments, donc des petits traits rouges, et plus le trait est rouge, plus ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont couru, des utilisateurs de Strava qui ont couru. Donc génial, c'est coup marketing vraiment cool et tout ça. Sauf qu'en fait t'as des mecs, ils sont allés dans le désert, ils ont dit purée c'est bizarre, en plein désert il y a rien, et en fait il y a des personnes qui tournent, qui font un espèce de rectangle. Il y a des gens qui tournent en rond dans le désert. Exactement. C'est vraiment bizarre. Et en fait c'était des bases militaires. T'as eu pas mal d'histoires sur ça que vous pouvez retrouver sur Twitter qui expliquent toutes les informations que tu pouvais récupérer. Tu pouvais récupérer des sites secrets de la CIA comme ça, parce que les mecs en fait pendant leur pause ou le matin avant de commencer leur service, ils allaient courir autour de la base, sauf que la base était référencée nulle part, et grâce à Strava tu récupères cette information. Et là tu vois, on est encore dans la mentalité hacker. Tu détournes un service de sa fonction première vers une seconde utilité. Mais du coup c'est aussi un manque de sensibilisation sur les enjeux, c'est-à-dire que les gars sont hyper au courant que tout est secret, qu'ils n'ont rien le droit de dire, et pourtant, en fait, ils n'ont pas conscience que l'outil qu'ils utilisent va moucharder, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur leur position, leur comportement, leurs habitudes, etc. Et c'est malheureux, mais en fait, c'est un mal pour un bien, parce que suite à ça, tu as eu beaucoup de sensibilisations qui ont été faites. Tu as l'armée française, je crois que c'était en 2015 ou 2016, tu peux retrouver sur les réseaux sociaux, ils avaient publié un guide de bonne pratique d'hygiène numérique à l'ensemble des militaires. Et c'est dommage qu'on attende 2015-2016 pour faire ce genre de choses, tu vois. Et la même chose, l'armée américaine fait des campagnes d'affichage dans les bases. Attention, quand vous allez dans certains sites, votre montre connectée, elle moucharde, etc. Donc, c'est en fait... On parle du monde militaire, mais c'est la même chose dans la vie de tous les jours pour tes clients, par exemple, qui utilisent l'outil numérique pour faire du business, etc., mais qui n'ont pas forcément conscience de l'ensemble de l'impact que ça peut avoir d'un mauvais usage, etc. On y travaille, mais c'est pas facile parce que la plupart des gens vous disent moi j'ai rien à cacher. C'est hyper traditionnel. Ouais, sauf qu'en fait, quand ils font une réponse à un appel d'offres pour une organisation publique et que l'appel d'offres, par exemple, l'ensemble des choses ont été publiées et tout sur Internet, en fait, il y a de la valeur qui a fuité et qui peut aider les concurrents à répondre aux prochains appels d'offres plus facilement, etc. quoi. Et toi, quand tu accompagnes notamment des entreprises, tu vois une différence entre les demandes? Est-ce que tu as des demandes de particuliers, par exemple, dans des terrains d'enquête? Là, tu veux donner quelques illustrations pour que... Alors, je ne suis pas enquêteur privé. Non. Déjà, donc c'est quelque chose à bien souligner, mais en fait on travaille avec des enquêteurs privés qui eux sont habilités à faire des choses. Les demandes qu'on va avoir en particulier, moi je refuse la plupart des demandes particulières, sauf si c'est pour du recouvrement du scam, par exemple, des personnes qui se sont fait arnaquer. On a eu des cas où la personne, par exemple, elle a perdu plusieurs millions d'euros en crypto-monnaie, et en fait là ils disent en mode voilà, je suis en train de faire un rapport pour le donner aux forces de l'ordre qui n'ont pas eu le temps d'investiguer sur ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et juste avec de la source ouverte, on va être en mesure de retrouver à des moments carrément l'identité ou alors l'entreprise ou l'identité de la personne qui est cachée derrière de l'alias, et qui est la personne qui a fait l'arnaque. Nous, bien évidemment, présomption d'innocence, etc. Mais en fait, on donne des billes pour pouvoir monter un dossier, etc. Sur ce genre de choses, en lien avec les avocats, en lien avec les procureurs, etc. Là, c'est d'autant plus important que l'information doit être vraiment loyalement collectée. Bien sûr. Et il ne faut pas avoir fait une ruse pour récupérer cette information. Bien sûr. Donc, sinon, la preuve, elle peut être elle est caduque. Elle sert à rien. Irrecevable. Donc, là-dessus, attention sur, en effet, la collecte. Et quand alors on parlait d'arnaque, etc., mais il y a aussi l'OSINT dans le cadre de l'intelligence économique, mieux comprendre
améliorer la compréhension d'un secteur, d'une manière d'attribuer des marchés. Ça peut être plein d'exemples au quotidien. Est-ce que tu peux aussi nous donner un exemple de... Ouais. Alors, moi, il y a un cas, l'OSINT, c'est gigantesque. Parce qu'en fait, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être la presse, comme on a vu, mais ça peut être aussi du GeoInt avec des vues satellitaires. En fait, maintenant, c'est ce que j'aime bien faire et j'aime bien, je vais donner une conférence bientôt sur cette thématique, c'est comment créer son propre service de renseignement avec l'OSINT. J'ai été bluffé, moi. C'est hyper alléchant comme titre, Ouais. ça. Cliquez. Mais c'est la réalité. Avant l'invasion de l'Ukraine, il y a une personne que je cite très régulièrement dans toutes mes conférences qui s'appelle Coupe Sûr, Benjamin Pité, sur Twitter. Le mec, il avait, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça, avant l'invasion de l'Ukraine. Et en fait, il récupère plusieurs signaux faibles sur des vidéos TikTok, sur de la vue satellitaire. Et en fait, il se dit, bon, bah, ok, là, on voit les mouvements de troupes, etc. Donc, en fait, c'est ultra accessible. Et en fait, sur les vues satellitaires, bien évidemment, tout le monde a utilisé déjà au moins une fois Google Earth pour voir sa maison, etc. ou d'autres choses. Mais on n'a pas dézoomé. Et on n'a pas comparé de jour en jour. Exactement. Ouais. Mais en fait, c'est surtout que Google Earth, ils ont des images. Mais tu as également la Sentinel-1, par exemple, qui est un satellite de l'Agence spatiale européenne. Et en fait, tu peux accéder à l'imagerie satellite tous les jours, gratuitement. Donc, en fait, tu peux te connecter et récupérer ça. Ou alors, tu peux contacter des entreprises qui vont te vendre un cliché au-dessus d'une zone pour 100 €, pour 200 €, pour $2000. Et ça dépend. Et en fait, dans le monde de l'intelligence économique, un cas que j'aime bien utiliser, c'est... il faut savoir que sur de l'imagerie satellite, tu peux avoir de l'imagerie optique, mais tu peux aussi avoir de l'imagerie radar. Et par exemple, tu vas être dans une raffinerie ou tu vas être un entrepôt de stockage de carburant. Eh bien, l'imagerie radar va permettre de voir à travers les stockages de carburant. Et en fait, tu vas pouvoir voir le niveau de la cuve, comment elle est remplie. Et donc, tu as une indication si la raffinerie, elle est pleine, elle est vide, etc. Autre chose, c'est avec de l'imagerie optique. Admettons, tu es un trader, tu trades sur le charbon. Bah, en fait, tu vois qu'il y a plusieurs grosses mines au Congo, tu récupères de l'imagerie satellite. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a 3 camions qui partent. Et demain, tu vois qu'il y en a 20 camions qui partent. Forcément, ça va influencer le marché. Et donc là, en fait, tu vois, toujours la mentalité hacker. Tu as récolté une information d'une manière pas détournée, mais qui est une information librement accessible. Et en fait, tu vas la exploiter pour en tirer un renseignement et donc pour en tirer... tu en déduis... Oui, bien sûr, tu en produis un renseignement. Donc, finalement, avec Epios, on peut tous être un petit peu un détective à échelle très individuelle. Mais pour toi, un nosinter, c'est quoi ? Alors, un nosinter, donc c'est une personne qui pratique l'OSINT. Merci, Captain Obvious. Non, c'est assez intéressant parce que quand on a créé OSINT.fr, le but de la communauté, c'était de rassembler toutes les personnes qui utilisent de l'OSINT ou qui faisaient de l'OSINT. Mais pas forcément des personnes qui viennent de la cybersécurité, pas forcément des personnes qui viennent de l'intelligence économique. Il y a plein de personnes qui l'utilisent de manière différente. Donc, c'est juste des personnes qui ont l'attrait commun, l'open source intelligence. Pour moi, un OSINTer, c'est une personne qui... Le bon OSINTer, c'est comme le bon chasseur. C'est une personne qui va vouloir fouiner, qui va vouloir creuser. C'est comme un bon hacker. C'est de la curiosité. Pour moi, c'est la qualité principale qu'il faut avoir. Alors, il y a quelques années en arrière, on avait fait, d'ailleurs pour OSINT.fr, on avait fait un article avec la comparaison des différents métiers qui utilisent de l'OSINT. En réalité, on se rend bien compte que c'est utilisé depuis la nuit des temps. Bien sûr. Et par plein de métiers différents. Donc, tu citais un peu en introduction, tu disais les détectives, mais les enquêteurs privés, les avocats, etc. Bon, il y a aussi les généalogistes, les journalistes. Peut-être la première, finalement, le premier métier, c'était eux quand même. Ouais, et tu as le renseignement, par exemple, bien évidemment, les services de renseignement. Ouais, après, il y a les forces de l'ordre. Bien sûr. Et une histoire que j'aime bien expliquer sur la partie les origines de l'OSINT, parce que c'est un peu le buzzword depuis quelques années, ou un peu bullshit, pour être honnête. C'est qu'en fait, ça existe depuis la nuit des temps. En effet, tout le monde a déjà fait du renseignement et tout le monde a déjà récupéré de l'information publique. Un exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés bombardent des voies de chemin de fer, des ponts ferroviaires en France. Okay, mais ils veulent savoir si c'est efficace ou pas. En fait, ils récupéraient, en OSINT, ils récupéraient le tarif des oranges à Paris avant un bombardement et après un bombardement. Si le prix des oranges augmentait, ça veut dire que, en effet... Ça a complexifié... Exactement, et donc ça a entravé la logistique allemande. Et ça, tu vois, c'est
c'est une chose qui existe depuis longtemps. Tu as un des écrits qui est assez ancien aussi, sur de l'OSINT. C'est un écrit français de la gendarmerie aux armées françaises qui explique, qui récupère des magazines locaux, des journaux locaux dans certains pays, etc., pour pouvoir savoir le nombre d'abonnés, pour pouvoir avoir une prédiction de la population dans une zone. Et donc, là, on est complètement dans le OSINT, mais on n'utilise pas Facebook, on n'utilise pas Twitter, etc., quoi. Et donc, le bon OSINTer, pour en revenir, c'est une personne qui va avoir soif d'enquête, qui va vouloir creuser, qui va vouloir savoir tout ce genre de choses, et qui va être en mesure de sélectionner différentes sources, de sélectionner différentes sources pour récolter de l'information librement accessible, mais avec une chose qui est super importante, c'est de toujours prendre en compte ce qu'on appelle l'OPSEC, OPSEC, ou alors SecOps en français, qui est Operation Security ou sécurité opérationnelle. Parce que peut-être que tu connais sur Twitter la Cathy Banet-Larvalo, Contrôle Sex, tout ce genre de groupe qui enquêtait beaucoup sur des djihadistes français. Si tu enquêtes sur une personne, sur un pédophile, sur je ne sais qui, sur un terroriste, bah bien évidemment, il y a un risque. Et en fait, tu peux pas t'improviser aux Inter et commencer à faire plein de techniques qui vont alerter la cible, et la cible va te retrouver et va vouloir te tuer. Il y a un vrai risque sur ça. Ouais, ou bien la cible va savoir qu'on la cherche et du coup va changer de comportement. Exactement. Et les gens qui la cherchent et dont c'est métier, qui s'appellent des enquêteurs et qui représentent les forces de l'ordre, vont te détester au plus haut point parce qu'elle se sera barrée. Mais complètement. Et en fait, on a le cas. Donc nous sur Epios, en fait, on trouve des nouvelles techniques d'OSINT, tu vois, et on intègre des techniques d'OSINT qui n'alertent pas la cible. Pourquoi ? Parce que en fait, on a une version gouvernementale qui est réservée aux forces de l'ordre. Parce qu'en fait, si sur une enquête de terrorisme, tu as une adresse mail qui est utilisée par Alice et la même adresse mail est utilisée par Bob, il n'y a que 2 personnes qui l'utilisent. Okay. S'ils voient un jour qu'ils reçoivent un mail, attention, quelqu'un essaie de se connecter sur votre compte, ou alors quelqu'un vous a cherché, etc., mais que l'adresse mail elle est communiquée uniquement par 2 personnes, bah en fait, il y a un problème. Ça veut dire que l'adresse mail elle a fuité. L'information est corrompue. Et donc, il change complètement de SecOps. Ouais, il arrête de t'utiliser, c'est terminé. Exactement. Et tu repars à zéro. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant pour les OSINTers. On a plein de nouveaux qui viennent sur la communauté OSINTFR, qui sont des jeunes, qui veulent faire bien. Et malheureusement, en fait, beaucoup de personnes se disent l'OSINT, c'est du stalking ou c'est du doxing. Mais en fait, c'est aussi notre rôle en tant qu'association, parce qu'on est une association de 1901, de dire non, mais venez, ok, vous êtes passionnés par cette thématique, et au lieu de faire des bêtises sur vos camarades de collège ou du lycée, bah en fait, on va vous montrer que toutes les compétences que vous avez là, vous pouvez les utiliser pour aider Europol à localiser à les aider à identifier des personnes qui filment des contenus pédopornographiques et tout ce genre de choses. Et en fait, les personnes ils se disent ah purée, mais je savais pas que je pouvais faire ça. Et en fait, c'est aussi notre rôle d'évangéliser et de montrer que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, bien évidemment. Mais tu vois, que avec ce genre de choses, tu peux faire le mal, mais tu peux aussi faire le bien. Et on est profondément persuadé que toute personne qui vient en se disant j'ai découvert pour faire du stalking, etc., bah en fait, ils peuvent faire quelque chose de bien. Moi, j'ai un ami que je connais qui a monté son activité maintenant dans de l'OSINT. Et en fait, auparavant, c'était un criminel. Et il faisait des bêtises avec de l'OSINT. Maintenant, il a monté son activité et il aide beaucoup les forces de l'ordre, il aide différents clients, etc. Et donc, c'est ça qui est beau. Faut pas oublier qu'en fait... ça reste une thématique qui est nouvelle et on a tout à construire. Ouais, alors c'est une thématique nouvelle mais hyper ancienne. Ouais. En réalité, ce qui est nouveau, c'est que les outils sont nouveaux. Ouais. Parce que finalement, l'outil numérique a démocratisé, alors non pas la méthode, parce que la méthode était connue, mais finalement, il démocratise le pouvoir de l'action qu'il y a peut-être 15, 20, 30 ans, ne pouvait pas s'exprimer de la même manière. Et c'est un peu ça qui fait qu'il y a une accélération autour de l'OSINT, parce que sinon... comme on l'a dit, c'est très traditionnel finalement comme méthodologie, on croise de l'info. C'est vraiment le pouvoir du numérique qui change le paradigme. Est-ce que toi, dans les exemples que tu as au quotidien, tu as des outils que tu utilises au-delà des pios, que tu utilises particulièrement, ou des méthodologies? Je suis toujours assez étonnée quand je vois les challenges que vous mettez en ligne. Moi, je ne suis pas du tout tech, pas comme ça en tout cas. Et il y a une fenêtre, et puis la question c'est où est-ce que c'est ? Quel hôtel c'est ? Et juste, on voit la mer, un arbre, une balustrade, et basta. Oh. Et là, il y a, au bout de 2 heures,
3 heures, 12 heures, quelqu'un qui dit « j'ai trouvé ». Et ça, moi, je suis assez fascinée par ça, cette capacité. Et je me demande toujours, mais comment vous arrivez à déduire d'un angle de fenêtre alors, si j'imagine avec l'angle du soleil qui donne avec l'heure, on a un axe, etc. Mais comment vous faites, en fait Très bonne question. Et malheureusement, il n'y a pas une bonne réponse parce qu'en gros, l'OSINT, on a vu, c'est appliqué dans tous les domaines. Donc, les outils, ça dépend si tu veux faire des outils. Si tu veux des outils pour traquer un bateau qui ramène des cargaisons d'armes pour bypasser des embargos. Ça dépend si tu veux localiser une photo ou une vidéo. Ça dépend si tu veux faire de la due diligence sur une personne, etc. Donc, en fait, tu as énormément d'outils pour le coup. Et c'est ça qui est assez difficile. Mais là, dans l'exemple que je te donne, par exemple, sur la photo, tu fais ça avec quoi ? Alors, je trouve ça vraiment fascinant. En fait, il y a un peu une triche depuis quelques années. Ça te parle Google Lens ou pas du tout ? Sûr. Et en fait, à l'époque, on faisait... dis-toi que c'est ce que je te disais, l'OSINTer, c'est une personne qui va fouiner, qui va chercher. En fait, il va analyser toute la photo. Et il va regarder vraiment, au fur et à mesure, les petits détails que tu vas voir. Tu as un exemple qui est sur le blog de Bellingcat, d'une personne qui était recherchée par les forces de l'ordre néerlandaises. Okay, le mec, il se met en story sur Instagram. Tout le monde le cherche. Personne ne sait où il est. Okay, il se met en story. Il nargue. Exactement. Il y a des personnes, ils se disent, OK, il y a une centaine de personnes qui se disent, OK, on va essayer de trouver le mec. Donc, en fait, tu prends la vidéo et en fait, tu fais des pauses à chaque photo à chaque, comment ça s'appelle, parce qu'il est dans un jardin, en fait, il se filme, donc tu vois, en selfie et tout ça. Et en gros, les personnes de la communauté OSINT, ils récupèrent la vidéo et en fait, ils saucissonnent un peu, tu vois. Et en gros, ils en font un panorama. Au lieu d'avoir une vidéo où en fait, c'est super difficile, ils en font une image fixe. Et en gros, ils décollent. Donc déjà, tu as un premier outil pour pouvoir coller ce genre de choses. Et ensuite, une fois que tu as le panorama, tu vois qu'il est dans un jardin d'une maison, il y a une forêt à côté, il y a une architecture qui est bien spécifique. Et le petit détail, c'est que tu vois une poubelle de couleur orange. Ah, et du coup, un pays qui a une poubelle de couleur orange. Eh bien, en fait, les poubelles de couleur orange, c'est la couleur des poubelles dans la ville de Téhéran. Donc là, déjà, juste... Les mecs, les mecs et les filles, bien évidemment, ils ont juste fait un panorama de la vidéo. Ils ont identifié l'ensemble des objets marquants, si tu veux. Et ils se sont dit, OK, donc déjà, poubelle de couleur orange. Ah, ils ont cherché sur Google, OK, c'est un peu bête, hein, mais moi j'ai fait, je sais pas si tu connais l'émission de télé-réalité Celebrity Hunted sur Amazon Prime, j'ai tourné pour ça, tu vois, cette année. Et en gros, on devait localiser, par exemple, Lena Situation. Et au bout d'un moment, je vois une story. Qu'est-ce que je vois dans l'arrière ? Elle était dans un van, ça roulait, et je voyais des lampadaires derrière. J'ai regardé le modèle du lampadaire pour essayer de voir quelle était la marque du lampadaire. Eh bien, crois-moi si tu veux, mais en fait, tu as des sites de mecs passionnés par les lampadaires dans le monde qui référencent les lampadaires partout. Et donc, le lampadaire que j'avais dans la vidéo, c'était un lampadaire de marque déposée à Paris. Ils sont uniques. Eh bien, dis-toi que sur les lampadaires, il y a la même chose sur les poubelles. Okay. Et il y a la même chose sur, par exemple, tu as la donnée open source de l'État français ou de la mairie de Paris pour voir, par exemple, la répartition des arbres dans les quartiers. Okay. Donc, si tu identifies qu'il y a un sapin, tu vas dire, OK, quels sont l'ensemble des endroits où il y a des sapins dans Paris ? Et donc, ils arrivent à identifier Téhéran. Ensuite, quand tu sais que c'est à Téhéran, tu vois que c'est une maison assez cossue. Déjà, tu vas éliminer toutes les parties où c'est des quartiers populaires. Et on a dit qu'il y avait un jardin. Et on a dit qu'il y avait un jardin et une forêt. Donc, avec de la vue satellitaire, tu peux très bien regarder quelles sont les maisons qui sont à côté d'une forêt. Et en fait, tu vois, c'est juste tous ces petits recoupements. Donc, en outil, moi, il y a l'histoire dit qu'il a été arrêté. Oui, bien sûr. Je sais pas s'il a été arrêté. Il a été identifié. Tu peux voir le blog. Okay. Je pourrais te le donner en description. Mais il y a... Est-ce qu'on peut faire ça avec... Xavier Dupont de Ligonnès. Tout le monde me pose la question. Mais on est obligé de poser la question. C'est quand même le mec qu'on cherche partout. Mais évidemment. Je veux dire, s'il n'y en avait qu'un seul, tu vois. Et c'est assez bluffant. Mais celui-là, il est quand même emblématique. Mais non, mais t'as raison. En fait, c'est assez bluffant parce que dans les outils, donc moi, un outil que j'aime beaucoup utiliser, ça s'appelle Overpass Turbo. Donc, par exemple, si tu as une photo où tu vois que la photo, elle a été prise à côté d'une voie de chemin de fer, et à 100 mètres, il y a une église, et à 300 mètres, il y a une pharmacie, et à 500 mètres, il y a une autoroute, et en fait, tu peux dire à ce logiciel qui utilisait OpenStreetMap, montre-moi partout dans le monde les zones géographiques qui ont tous ces critères. Exactement. Et en fait, ça va te donner des points. Et ça, c'est gratuit, c'est open source, tout le monde peut l'utiliser. Et tu parles de Xavier Dupont de Ligonnès, un des outils qui est beaucoup utilisé aussi par des personnes et où on a beaucoup de choses à réfléchir d'un point de vue légal.
c'est PMeyes, qui est un site de reconnaissance faciale. Donc, PMeyes, tu prends une photo de quelqu'un dans la rue, tu le mets sur PMeyes, il va te ressortir très régulièrement d'autres photos de la personne, similaires, et avec son nom, prénom, etc. Oui, des gens qui ressemblent. Ah non. Ah ouais? Ouais. Enfin, bien évidemment, à des moments, il te donne les gens qui ressemblent, mais très régulièrement, il va te donner la personne exacte. Mais sur la base de quoi? Alors, très bien. Parce que, en l'occurrence, il y a de la vidéo dans nos villes. Ouais. Il y a des pays dans lesquels il y a de la vidéo bien à sûr. gogo. Avec ClearTrail et Tutra, enfin ce genre d'entreprise. Il y a de la vidéo dans des centres commerciaux. Enfin, je veux dire, des sources de captation vidéo, de captation d'image, il y en a énormément. Du coup... Mais Pima, ils utilisent de l'information librement accessible. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont récupéré des photos sur les blogs, sur les... moi, j'ai eu des résultats à des moments sur des photos de boîtes de nuit, tu sais, quand tu as 18 ans, où en fait, tu as les photographes qui passent et qui prennent en photo, et c'est un espèce de skyblog ou je ne sais quoi que tu avais complètement oublié. Et en gros, j'ai fait une démo pour un journaliste de Legend, où en gros, j'ai sa photo LinkedIn que je récupère, je la mets sur PMeyes et ça me donne une photo de lui il y a 10 ans où il vendait des pommes d'amour dans un chalet dans un marché de Noël de Paris, quoi, ou de je ne sais plus quelle ville. Et alors qu'il avait les cheveux longs, il avait complètement changé et en fait c'était au loin et on voyait juste la moitié de son visage. Et pourquoi? Parce que c'est une blogueuse qui est passée et qui a fait un blog post en mode c'est quoi les 5 meilleurs marchés de Noël en France ou ce genre de choses. Et en fait il apparaît sur cette photo. Il le savait peut-être même pas. Mais non, il le savait pas. J'ai un autre journaliste, en fait, on voit qu'il apparaît sur une photo à un événement au Mobile World Congress à Barcelone, mais dans une foule où il y a 300 personnes, quoi. Ça arrive à le localiser, ça arrive à l'identifier. Et donc ça, pour de la due diligence à des moments, si tu vois que, je sais pas, une personne dit qu'il travaille uniquement en Europe, etc., et que le PDG, tu fais une recherche et tu vois qu'il apparaît sur une photo dans un salon en Chine, par exemple, bah, ça te donne une indication. Oui, ou en Argentine, ou exactement. ça te donne des indications. Après, la conclusion, ils la font tout seuls. Bien sûr. Mais l'information, tu l'as remontée. Exactement. Quoi. En fait, et du coup, là, on donne des exemples d'autres outils. Est-ce qu'il y a un exemple un peu majeur dans lequel les forces de l'ordre ont utilisé Epios pour retrouver quelqu'un? Ouais, alors sur Epios, oui, complètement, on travaille majoritairement avec eux. Donc moi, par exemple, j'ai des forces de l'ordre là où sur une enquête sur de la pédopornographie, il y avait un mec qui était recherché depuis plus de 10 ans. Ils n'arrivaient pas à savoir... enfin, ils kidnappaient et faisaient des choses avec des enfants, enfin bref, horrible. Ouais, voilà. Et en gros, ils ont utilisé notre version privée de Epios et en fait, ils ont été en mesure, sur cette enquête qui existe depuis plus de 10 ans, à savoir que, purée, cette adresse mail, en fait, elle est enregistrée sur tel nom de domaine et le mec, il utilise tel nom-prénom. Et donc, en 5 secondes, ils ont récupéré le nom-prénom du mec, qui utilisait un pseudo et tout ça, bien évidemment. Et quelques semaines plus tard, ils m'ont envoyé l'article de presse où en fait le mec était mis en prison par rapport à ça. Et sinon, on a eu le cas aux États-Unis qui est assez connu sur, je sais plus comment il s'appelle, l'influenceur américain avec sa compagne là, tu sais, où ceux qui étaient en road trip là. Ouais, c'est ça. Ouais. Où en fait ils ont le mec assassine sa copine ou sa femme dans le désert. Et en gros, il part et tout ça. Enfin bref, beaucoup de personnes, beaucoup de forces de l'ordre sont à sa recherche. Et en fait, ils ont utilisé Epios parce qu'ils savaient pas s'il s'était suicidé ou pas à un certain moment. Et donc, en fait, on a pu voir la dernière fois qu'il s'était connecté sur un réseau social bien spécifique. Et donc, on a pu prouver qu'en fait, bah non, il s'est connecté genre il y a 2 heures ou un truc comme ça. Donc, en fait, tu peux toujours continuer à chercher. Tu vois, donc ça permet de donner des éléments, en fait, ce genre de choses. Si tu continues à utiliser ton réseau social ou ton mail, ou en fait, ça va le tracer. Ça dépend encore des privacy settings de la personne qu'elle a mis. Hein. Nous, on respecte totalement ce genre de choses. Donc, si cela est modifié, on va plus pouvoir retrouver la personne. Mais là, sur ce cas, la personne avait laissé et donc on pouvait avoir des infos. Mais ça veut dire que par rapport à ces settings, tu peux avoir ton calendrier librement accessible. Ouais. C'est un peu... on est d'accord. Ouais, enfin, finalement, dans les fonctionnalités, c'est pas privacy by default. J'ai le cas sur... Alors si, sur les calendriers, sur Google, par exemple, c'est privacy by default, sauf sur les avis Google Maps. Mais par exemple, sur le calendrier, moi, j'ai le cas d'un influenceur français très connu, où en fait, son calendrier est ouvert. Donc, rien qu'avec la version publique de Epios, avec la version gratuite, tu peux le faire. Tu as dit « est ouvert ». Ouais, est ouvert. Pas était ouvert. Non, il est ouvert. D'accord. Ouais. Et en fait, pourquoi et là, on est encore sur la partie sensibilisation. C'est que la personne, il fait énormément de tournage.
Et donc, en fait, tu peux vraiment te connecter dessus et tu peux voir, bah voilà, je dois appeler un tel, je dois prendre tel vol Air France AF 664, je ne sais quoi, etc. Et en fait, pourquoi? C'est parce que, bah, comme il a une boîte de prod et tout ça, que les personnes qui bossent avec lui, ça change en permanence. Plutôt que de donner les droits à chaque personne individuellement, bah, il donne juste l'URL. Et c'est ouvert à tout le monde. Okay. Et donc, si tu cherches bien sur la personne, bah, en fait, c'est extrêmement rare. Mais là, par exemple, sur ce cas, ça existe, tu vois. Si tu veux le croiser. Ouais. Mais non, mais on a un vrai risque. En fait, nous, on fait des prestations pour des patrons du CAC 40 ou du Fortune 500, où en fait, on fait de la due diligence sur eux-mêmes pour voir quelles sont l'exposition numérique. On a eu le cas là récemment sur un Comex qu'on a fait d'un grand groupe. Et par exemple, on a pu trouver des choses assez intéressantes où la personne, en fait, elle apparaît sur un blog de la fête des voisins de son village. Et enfin de sa ville en région parisienne, et en gros on a pu retrouver directement son domicile exact avec la photo des gamins, tout ce genre de choses, etc. quoi. Et donc si tu as un problème avec des syndicats ou alors avec des associations un peu activistes, etc., je sais pas si tu travailles dans le pétrolier ou dans ce genre de choses, en effet il peut y avoir des vrais risques pour ton organisation. Alors là moi je trouve qu'il y a encore plus un risque, c'est quand tu es une personne des forces de l'ordre, et que cette information, elle est librement accessible sans que tu en aies connaissance. Parce que là, pour le coup, le risque, il est maximal. C'est-à-dire que quand on voit les tensions qu'il peut y avoir, je suis pas sûre on n'est pas du tout sensibilisé dans notre pays. Il y a d'autres pays, on le disait en off tout à l'heure, il y a des pays où clairement il y a des sensibilisations. Aujourd'hui, il y a tellement peu de sensibilisation qu'on peut récupérer de la donnée en étant dans le train comme ça, en regardant uniquement par-dessus l'épaule du voisin. Enfin, aujourd'hui, c'est aussi, il y a des fonctions qui sont quand même beaucoup plus à risque que d'autres. Et en l'occurrence, au-delà des patrons ou des patronnes, il y a aussi des forces de l'ordre. Des juges antiterroristes. Bien sûr, honnêtement, bien sûr. Qu'il y a vraiment, un cas qui ressemble à peu près à ça. Avant de faire ma boîte d'osine, j'étais spécialisé en red team, donc en intrusion physique, et j'en fais encore quelques-uns pour certains clients, mais très peu. J'en fais 2-3 par an, pas plus, quoi. Donc là, il faut faire un peu de sous-titre parce que le red team, c'est une commande qui t'est faite pour aller tester la sécurité physique d'un bâtiment, par exemple. Complètement. Et donc, tu as du temps pour te préparer et en gros, tu vas tenter par tous les moyens possibles de pénétrer le bâtiment alors qu'on t'a dit c'est inviolable, vous pouvez pas. C'est ça. Donc, résumé, ça peut être avec du crochetage de serrure, ça peut être avec une tenue d'un livreur UPS. Et le but, c'est de rentrer à l'intérieur du bâtiment, c'est d'accéder à la salle serveur, au data center, c'est de poser un petit PC avec connexion 4G derrière la photocopieuse pour pouvoir pirater depuis l'intérieur l'entreprise. C'est pas de la barbouzerie, c'est bien évidemment le PDG ou alors le directeur sûreté qui nous commandite cet audit. Parce que le but, c'est d'avoir identifié les zones qui sont à sécuriser. Mais il y a qu'une ou deux personnes qui sont au courant. Personne d'autre, les employés ne sont pas au courant pour vraiment être dans un vrai scénario. Et tu vois, pour préparer ça, en fait, j'ai une grosse phase d'OSINT. Et sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur ce genre de choses, même les directions de communication de l'entreprise ne sont pas briefées. En fait, ils mettent des photos à des moments. Bah voilà, il y a tel événement, je sais pas, il y a la galette des rois. Ok. Mais en fait, tu vois tout le monde qui porte son tour de cou avec le badge. Bah ok, bah je sais très bien que le tour de cou il est de telle couleur, le badge il ressemble à ça, mais moi j'ai une imprimante à badge chez moi et en fait je me fais des faux badges. Je vois en même temps qu'il y a une fenêtre, je vois quel est le système d'alarme qu'il y a au niveau de la fenêtre, je sais comment je vais pouvoir passer. Et tout ce genre de choses, c'est accessible très facilement. On a fait un red team récemment pour une entreprise bien spécifique. Le but c'était de rentrer dans le bureau du PDG pour piéger le bureau du PDG. T'arrives, t'as un bâtiment qui est gigantesque. Déjà, tu te mets à la place du PDG. Est-ce que tu penses qu'il va prendre le bureau au niveau de la cave? Bah non, il va prendre le bureau qui a la plus belle vue, quoi. Donc déjà, tu sais où est-ce qu'il va falloir aller. Et deuxième chose, c'est que une fois que tu as ces informations, avec de l'information en source ouverte, sur LinkedIn par exemple, on a récupéré pas mal de choses. À des moments, on récupère carrément des personnes qui mettent des photos des clés. Et en fait, il faut savoir qu'une photo de clé, en fait, tu peux l'imprimer en 3D. À partir du moment où tu as une photo d'une clé, tu peux reproduire la clé en impression 3D et donc ouvrir une serrure avec ça. Ça, c'est quand même incroyable. Et ça, c'est de l'OSINT, tu vois, mais c'est de l'OSINT dans un but d'intrusion physique. T'as beaucoup de célébrités qui ont eu du homejacking, où en fait, t'as des personnes qui viennent avec des armes et qui les menacent. Bon, bah voilà, donne-moi tes Rolex, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont posté des contenus sur les réseaux sociaux qui a permis d'identifier où est-ce qu'ils se trouvaient et donc d'aller plus loin. Et en fait, la même chose pour les forces de l'ordre, sur les juges. T'as une photo d'un juge, tu vas sur PMISE, tu retrouves son nom, prénom, tu cherches lui sur les réseaux sociaux, mais en fait, peut-être qu'il n'a pas de
réseaux sociaux. Mais en revanche, il a des gamins qui vont au collège, qui ont un compte TikTok, qui mettent des photos ou des vidéos des vacances quand ils sortent de l'école, etc. Et puis, soit tu peux faire du chantage, soit tu peux aller là-bas et agresser la personne ou la tuer. Voilà, on a des cas comme ça où des photos de vacances d'enfants ont engendré des cambriolages, etc. Parce que ça donne une information alors que... Mais quelque chose de tout bête, pendant le confinement du Covid, Trump, comment les journalistes ont su que Trump avait le Covid? C'était parce qu'il y avait un des enfants de Trump qui disait « Ah, ma mère a le Covid » ou je ne sais quoi. Enfin, et sur les réseaux sociaux, tu vois. Et donc, il faut toujours viser... non, il ne faut pas viser les enfants. Je n'ai pas dit ça. Mais tu vois, moi, j'aime... mais c'est la conscience aussi de l'outil et de... Et je forme beaucoup de gouvernements, de forces de l'ordre, de forces assez... enfin bref, différentes choses. Et les personnes, quand je leur fais des démos, ils se disent « Ah purée, mais c'est vrai, en fait, moi, je mets en place plein de sécurité sur les réseaux sociaux, j'apparais pas, etc. Mais en fait, il y a ma femme, ou il y a mon mari, en fait, il y a mon enfant. » Et c'est comme ça qu'on trouve l'information. Donc, en fait, il faut vraiment briefer tout le monde, quoi. Parce qu'on va faire l'environnement, en fait. Alors, du coup, là, maintenant que tu as fait peur à tout le monde, c'était pas le but. Est-ce que, en tout cas, tu as augmenté le niveau de conscience, je pense, des gens qui nous regardent. Est-ce que tu peux donner des tips? Alors, on a un peu parlé, paramétrer son Google, aller regarder les clauses de confidentialité, les mesures de sécurité. Quel conseil tu peux donner? Très pratico-pratique. On peut en donner 3. Ah ouais, bien sûr. C'est assez difficile. Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est comme dans la cybersécurité, c'est la sensibilisation. À partir du moment où une personne est sensibilisée, a conscience qu'il y a de l'information sur lui qui est accessible très facilement sur Internet, c'est déjà une bonne chose. Parce que de savoir que, par exemple, tu peux retrouver toute la vie de la personne, il sait que des pirates pourront l'utiliser pour pouvoir faire de l'arnaque ou ce genre de choses. Donc, quand quelqu'un va essayer de l'appeler et faire un scénario d'arnaque, il dit « Ok, il m'a sorti que des informations où en fait je sais que c'est public. » Donc, déjà, ça augmente un niveau de vigilance. C'est comme encore la cybersécurité. Beaucoup d'entreprises, s'il y a des RSSI qui nous écoutent, etc., tu fais des pen tests, tu fais des tests d'intrusion sur ton système informatique pour voir si tu es bien protégé. Là, c'est la même chose. Sur des VIP, sur toi, c'est faire une recherche déjà de toutes les informations qui sont sur toi sur Internet, par exemple. Finalement, on pourrait utiliser Epios, on met notre numéro de téléphone et notre adresse mail, on voit ce qui ressort et là déjà, ça nous donne un premier niveau. Ouais, mais en fait, je pense qu'il faut aller aussi plus loin parce que ça te donne un premier niveau des choses qui sont accessibles. Mais il faut creuser, tu vois. Nous, quand on a du COMEX qui nous demande des prestats, ça nous prend plusieurs jours à des moments pour vraiment creuser parce que c'est toujours la question qu'il faut se poser, c'est contre qui je me protège. Et ça dépend en même temps du niveau de sensibilité. À des moments, il y a une personne qui me dit « Non, mais moi, je suis pas sensible, je suis l'assistante de direction de tel PDG, tout ça. » Mais en fait, c'est elle qui a les passeports du PDG, qui a l'ensemble des informations les plus sensibles. Et elle pense qu'elle n'est pas importante, mais elle est ultra importante. Une personne qui est juste un administrateur système est très important. Mais même à l'accueil, en vrai. Et bien sûr, mais évidemment. À l'accueil, un red team qu'on a fait récemment, on est à l'accueil, on passe derrière le bureau de l'accueil, on voit qu'il y a un pass général pour l'ensemble de l'entreprise pour entrer dans toutes les salles. Et on trouve en même temps une clé de coffre-fort. On a réussi donc à crocheter la porte de la salle serveur, à aller dans la salle serveur et en fait à ouvrir le coffre-fort parce qu'en fait on avait la clé qui traînait là. Elle n'a rien à faire ici. Ouais, c'est ça. Sans passe-partout. mais tu vois, c'est le b.a.-ba. Donc à mon sens, dans vraiment les conseils, c'est d'une, être sensibilisé que ça existe, savoir que ça existe. 2, faire sa propre exposition numérique, la faire soi-même, ou alors prendre une entreprise qui peut la faire, etc., faire avec des outils, ce genre de choses, etc. Et 3, c'est sensibiliser son entourage, en fait. Et c'est tout bête. C'est vraiment tout bête. Donc, vous pouvez très bien aller sur des sites et faire des demandes RGPD, de dire de ne pas être référencé sur tel site web qui fait fuiter de l'information, etc., quoi. Et puis, c'est peut-être aussi peut-être un peu basique, mais dans les faits, lorsqu'on a conscience du nombre d'informations qui sont divulguées, lorsque quelqu'un appelle et vous raconte toute votre vie, alors que vous ne connaissez pas cette personne, peut-être vous demandez où est-ce qu'il a eu ces informations, et peut-être que quand il y a trop d'infos, c'est carrément suspect, parce que finalement, toutes les infos de manière agrégée au même endroit, dans la tête d'une seule personne qui est au téléphone et qui, en plus,
un agent antifraude de votre banque préférée, normalement, ça doit enfin, il faut que ça alerte. Ouais. C'est plutôt ça le message. Mais tu as aussi des choses où c'est un peu bluffant. Tu vois plein de communautés sur Telegram qui sont complètement illégales et en fait, les personnes vendent de l'information qui est censée être privée. Tu connais peut-être le swatting. C'est quand tu envoies le raid, par exemple, chez quelqu'un. Et en fait, tu as des comptes Telegram où tu payes 20, 30 balles ou 50 balles une personne pour avoir l'ensemble des informations depuis le fournisseur d'accès à Internet. Et ça, tu peux pas te protéger. Mais il faut savoir que ça existe. Ouais. Mais donc, c'est complètement illégal. On va pas utiliser. Illégal. Ah, mais complètement, ouais. Non. Comme le fait de vendre une photocopie, une photo d'une carte d'identité sur le Bon Coin. Bien sûr. Enfin, voilà. Mais bien sûr. On n'a pas trop parlé de l'aspect légal, pas légal, parce que bon, l'idée c'était pas de vous assommer, d'assommer, c'était plutôt d'assommer personne avec l'aspect légal. Mais en gros, à partir du moment où ça se rapproche d'une quelconque manière à du vol, de l'usurpation, du détournement. D'une influence pour en tirer un profit personnel et nuire à la personne, tous ces comportements-là, c'est non. En résumé, si on fait à grosse maille, c'est comme ça. Et du coup, réutiliser une information aux fins de nuire à quelqu'un, c'est pas OK. Je pense que ça semble logique en plus, mais on est obligé de le dire en fait. C'est tellement devenu simple. Ouais. Enfin, moi, quand j'ai découvert qu'on pouvait acheter des identités pour 50 balles, je me suis dit quand même. Mais là, je sais pas si tu as vu. Je sais pas si tu as vu, il y a un service sur Internet, tu payes, je sais plus combien, c'est 30 balles ou 50 balles, c'est une IA qui te génère des cartes d'identité. Et en fait, ça passe les KYC de plusieurs plateformes de crypto ou ce genre de choses, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et en fait, les personnes le font et ils se disent oh non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu faux usage de faux. Alors, je suis pas juriste, mais tu vois, c'est. Ah non, c'est complètement ça. Et puis, en réalité, ce qui se passe derrière, c'est que les mecs, ils vont avoir un prêt parce que le but, c'est quand même d'avoir de l'argent. Enfin, faut pas se mentir. C'est sans doute pas pour être Robin des Bois que les mecs font ça. Donc, derrière, c'est pour récupérer de l'argent. Du coup, si on a usurpé l'identité de quelqu'un, au bout d'un moment, les huissiers vont se pointer chez elle en demandant de rembourser le prêt. Et en fait, ce sera à cette personne de démontrer que c'était pas elle. Ce qui commence à devenir parfois assez compliqué parce que lorsqu'on a récupéré des informations comme une carte d'identité, une attestation ou qu'on a constitué une attestation de EDF ou autre, que derrière on a des informations de type bancaire. Tiens, j'ai transmis mon dossier locataire. Ça, c'est un trésor, ça. Un truc qui n'est pas vraiment de l'OSINT, mais qui est un très très bon conseil, c'est le gouvernement français a sorti un outil qui s'appelle Mes Documents, je sais plus comment ça s'appelle exactement, et en fait qui permet de faire un watermark, de faire un filigrane sur les documents d'identité pour les donner aux agences immobilières et tout le tralala. Et je trouve que c'est pas assez connu et c'est vraiment pas mal. Ouais, alors du coup pour sous-titrer, le watermark il permet du coup de marquer le document. Du coup, lorsqu'il est ouvert, cette marque permet que ce soit on démontre bien que c'est le bon document, mais du coup il peut plus être réutilisé pour autre chose parce que il est un peu falsifié du fait de cette inscription dans le dur en fait du document. On arrive un peu à la fin de l'épisode. On a fait un petit peu le tour de la question, enfin j'espère. On te retrouve où ? C'est quoi tes actualités là, dans les semaines qui viennent ? Et sur quoi tu vas aller secouer un peu la communauté OSINT, pas OSINT d'ailleurs, des gens qui peuvent l'utiliser ou des directeurs qui disent ça passe. Là, le mois de octobre ou novembre est assez dense pour être honnête. Donc déjà, vous pouvez me retrouver sur Twitter, enfin sur X, avec le pseudo Navlys, NAVLYS __. Sinon sur LinkedIn, Sylvain Hajri, HAJRI. Et en conférence, donc là, j'ai une conférence dans quelques jours qui est à Chambéry sur les terrains numériques, où en fait là où je parle plus de l'OSINT dans la lutte contre la désinformation, où j'interviens avec une personne de France Culture, une personne de Viginum, etc. Et la désinformation, on pourrait faire un épisode complet sur ça parce que c'est passionnant aussi, enfin passionnant sur la partie enquête. Je suis aux assises de la cybersécurité où je donne je crois que ça s'appelle un workshop, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Je fais une conférence sur ce que le top 20 du CAC 40 a caché.
Donc montrer que même des personnes d'un COMEX, d'un grand groupe ou de plusieurs grands groupes, on peut trouver de l'information qui peut être utilisée par des puissances étrangères pour faire du chantage, ou alors par un concurrent, ce genre de choses. Et je donne aussi une conférence à l'alumni de l'ENS dans quelques semaines sur comment utiliser l'OSINT dans le monde de l'intelligence économique et comment les personnes peuvent être malheureusement ciblées par des acteurs malveillants avec de l'OSINT. Donc, comme on peut voir, c'est très offensif à chaque fois, mais il faut connaître l'attaque pour mieux savoir se défendre, à mon sens. Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu au podcast de l'art numérique et d'avoir participé. Et puis, écoute, à très vite. Franchement, n'hésite pas à revenir. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.